Alors donc, on passe à notre premier panel de la journée, les crises vues du terrain. Voilà le terrain. À ma gauche, Georges Ohana. Il est directeur de la prévention de l'itinérance à la mission Old Brewery. Claudia Castonguay, qui est directeur des communications des banques alimentaires du Québec. Benoît Ouimet, il est administrateur de faillite chez MNP. Marie-Édith Trudel, coordonnatrice de l'ACEF de la Rive-Sud. Je voudrais faire juste un premier tour de table. On écoutait Alain Noël nous parler des différences et de où en étaient les taux de pauvreté. Est-ce qu'en une phrase, vous pourriez me qualifier la situation actuelle? Juste une phrase. Chacun dans votre domaine d'intervention. Georges. Ce que je vous dirais, c'est que la porte de l'itinérance est de plus en plus grande, mais la porte de sortie est presque inexistante. Claudia? Simple, je dirais que tous les indicateurs sont au rouge, les demandes ne font qu'augmenter et on ne voit malheureusement pas les demandes qui vont diminuer dans les prochaines années. Benoît? Bien, au Québec, je pense qu'on a vraiment des faibles revenus. Et les gens, en majorité, vivent seuls. Marie-Édith? J'ajouterais qu'il n'y a plus personne qui est à l'abri de la pauvreté. Peut-être fournir un petit détail, parce qu'Alain est revenu là-dessus, sur les familles monoparentales. On me corrigera. Moi, j'ai vu le chiffre de 29% des ménages au Québec qui sont des familles monoparentales, contre 16% au Canada. Alors, quand on parle de personnes seules, je pense que le Québec, pour toutes sortes de raisons, a ce championnat-là. Alors, on va passer à la situation en tant que telle. Georges, j'ai lu cette semaine qu'un nouveau décompte des personnes en situation d'itinérance serait fait en avril. À quoi vous attendez-vous? De façon presque terrible, on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle l'itinérance visible, non seulement à l'échelle de Montréal, mais à l'échelle du Québec. La situation perdure. Le logement social, le logement communautaire, malheureusement, n'est pas au rendez-vous pour venir aider cette population. Les refuges, les logements transitoires, transitionnels débordent. Donc il va falloir imaginer d'autres réponses, des investissements encore plus conséquents pour venir en aide au niveau de cette population qui est de plus en plus bigarrée. L'itinérance, on la voit maintenant partout. L'autre jour, je marchais Réunion à côté de chez de l'abbé. Il y avait 2 tantes qui étaient là. Comment elle a changé, l'itinérance, Georges, depuis le début des années 2000? Alors, c'est drôle parce qu'il y avait M. Pinard qui était là et qui disait ce matin, il a vu des personnes itinérantes. Ça fait depuis 20 ans que je travaille en itinérance et je connais des personnes itinérantes, les mêmes personnes quand j'ai commencé en 2005-2006. Donc il faut comprendre qu'à l'intérieur de la vie de ces personnes, il y a différents cycles. Des gens qui sont capables de se reloger, qui vont perdre leur logement. Donc un des facteurs, on parle souvent de logement, mais c'est le soutien communautaire qui disparaît. On a parlé du communautaire, c'est les gens qui sont derrière les immeubles, qui sont derrière les appartements, qui viennent en aide au niveau d'une population qui vivent des traumatismes. Donc ce qu'on voit, c'est l'augmentation très importante des traumatismes auprès de ces populations. Donc il y a des systèmes qui fonctionnent à plein régime et d'autres pas du tout. Que ce soit le système de santé, que ce soit le système éducatif, il y a plusieurs environnements qui font en sorte qu'on produit aujourd'hui de façon systémique des personnes itinérantes. Donc le portrait, puis on se disait ça quand on préparait cette conversation qu'on allait avoir, le portrait de la personne âgée, un peu alcoolique, itinérante, c'est plus ça, c'est plus ce portrait-là qu'on voit. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, j'ai côtoyé énormément d'orphelins de Duplessis. Aujourd'hui, cette population a disparu. Ce que je rencontre, c'est des jeunes immigrants, c'est des statuts précaires. Je rencontre pour la première fois dans les 2 dernières années des familles. Vous avez des individus qui vont vivre des évictions légales, pas illégales. Il y a énormément de spéculation et des gens qui ne peuvent pas imaginer autre chose que leur quartier, leur logement,
leur situation actuelle. Une des parts les plus invisibles de l'itinérance, c'est les personnes aînées. Et pas 65 ans, pas 60 ans, à partir de l'âge de 50 ans, on rencontre des individus qui, par les vulnérabilités, par les échecs des systèmes, se retrouvent beaucoup plus vieux. Donc, j'ai 50 ans et plus, comme beaucoup de gens ici, mais ils n'ont pas vécu les traumatismes de ces individus. Donc, il y a une pathologie qu'on est en train de créer au niveau de cette population et de leur incapacité de se stabiliser. Et donc, l'itinérance, d'après ce que vous me disiez, on en est rendu à la gérer maintenant. On ne peut que la gérer. Oui, donc vous avez des robinets qui sont ouverts à plein régime. Regardez le milieu carcéral. La personne, au niveau provincial, va terminer son temps, va payer sa dette, si vous voulez, et après, elle est complètement nue. Vous allez avoir le milieu de la santé mentale. Vous allez avoir la DPJ, qui sont des promoteurs de l'itinérance. Donc, il faut revoir les politiques sociales, non seulement au niveau d'une question de la toxicomanie et de l'approche vis-à-vis de la toxicomanie, mais au niveau des promoteurs institutionnels, systémiques, qu'on trouve à l'intérieur de notre société. Claudia, je vous regardais Georges, et je vous voyais faire, vous, de votre point de vue, là, les banques alimentaires du Québec, vous en êtes où maintenant? En fait, le dernier bilan faim, l'étude qui dresse un portrait de la faim au Québec qu'on réalise à chaque année, les résultats de 2004, les membres de notre réseau, on a 18 membres moissons, 15 associés partout au Québec, c'est 2,9 millions de demandes répondues mensuellement. C'est immense, c'est 1 million de plus qu'en 2021. Presque 3 millions de personnes, ça s'appelle... C'est des demandes. En fait, demandes. c'est tout ce qui est dépannage alimentaire, collation, repas. Puis, en termes de personnes, on parle de 556 personnes uniques par mois. 556 000 personnes uniques par mois. Oui, ça veut dire qu'on les a comptées une fois. Ça inclut pas la répétition parce qu'il y en a plusieurs qui reviennent. Si on compte les répétitions, si on veut un peu imager le système, là, on est à presque 900 000 par mois. Et en 27, le chiffre de 900 000, on va l'atteindre. Vous m'avez dit, à un moment donné, en 27, il y en a 325 000 qui s'ajoutent à ces 55 000. Avec l'étude à Viséo qu'on a fait, sauf que ça, on y va vraiment un peu en termes de visite. En termes de personnes uniques, là, c'est vraiment, on y va avec le 556 000 personnes uniques par mois. Mais vous allez nourrir bientôt là, combien de personnes uniques par mois? Je ne peux le dire. Je peux juste... ce que je sais, c'est que ça va augmenter parce que notre réseau reçoit des fonds du gouvernement pour acheter des denrées, mais le problème est plus profond que ça. Le rôle des banques alimentaires est essentiel maintenant, mais dans un monde idéal, un pays riche comme le Québec, les gens devraient être capables de se nourrir par eux-mêmes, puis ça passe par des structures, des mesures sociales, la hausse du salaire minimum, les loyers abordables, l'indexation des prestations d'aide sociale, puis on n'est malheureusement pas rendu là. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé quand on s'en est parlé la première fois. Vous m'avez dit, tu sais, puis ça ressemble un petit peu à ce que Georges disait, l'image, le portrait des gens qui ont recours aux banques alimentaires change. Vous avez dit, il y a beaucoup de travailleurs qui sonnent à nos portes, des gens qui gagnent de l'argent, là. Oui, comme Marie-Édith le disait, il n'y a personne qui est à l'abri d'avoir besoin d'aide en ce qui concerne l'aide alimentaire. On a 20% des gens qui ont déclaré comme revenu principal un emploi. Ça fait juste augmenter. Ça veut dire que les salaires ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de base des gens. Donc, une personne sur 5 qui a recours aux banques alimentaires gagne un chèque chaque semaine ou chaque 2 semaines. Exactement. Puis ça peut être... c'est un couple aussi, là. C'est vraiment juste... Les salaires ne suivent pas l'inflation puis le coût de la vie, donc c'est vraiment difficile aux gens de pouvoir survenir à leurs besoins. Puis le seul budget compressible, c'est l'épicerie. Il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ta voiture pour aller travailler. Ton cellulaire aussi, tu en as besoin habituellement pour travailler, rejoindre les écoles, les enfants. Mais le seul budget que tu peux couper, c'est l'épicerie. Bon, puis parlant de budget, vous avez des problèmes budgétaires, les banques alimentaires du Québec. Vous avez été obligé d'acheter des denrées, puis ça vous était pas arrivé depuis un bon moment, je pense. On n'avait jamais fait d'aide gouvernementale avant la pandémie. En 2019, je pense, on avait reçu 2 millions.
Mais là, la demande est tellement élevée qu'on a besoin d'argent pour acheter des denrées parce que le réseau fonctionne en termes de donations. Les organismes, les moissons reçoivent des dons en denrées monétaires, mais la demande est tellement élevée que pour pouvoir répondre à toute cette demande-là, on a besoin d'argent pour acheter des denrées. L'image qu'on a d'une banque alimentaire, c'est un organisme de dépannage. Fini, ça. Ah, c'est ça. Le réseau, à la base, n'est pas bâti pour répondre à autant de demandes. C'est comme vous le dites, c'est du dépannage, c'est ponctuel, mais maintenant, c'est rendu un bien essentiel. Là. Les gens ont besoin des banques alimentaires pour être capables de se nourrir convenablement. Et cette année, vous me disiez, on a reçu 10 millions, corrigez-moi si je me trompe, là, 10 millions du provincial. On a reçu dans la dernière année pour 24, 25, 30 millions pour acheter des denrées. Puis on a un 10 millions prévu au budget pour 26. Il en faudrait combien? Il en faudrait au moins 34. Donc, il faut aller 10 millions de chercher. prévus, il en faudrait 3 fois plus. Oui. Il faut qu'on aille chercher le... Sinon quoi? Sinon, on croit qu'il va y avoir soit du bris de service ou des organismes vont fermer ou les gens vont devoir se mettre sur des listes d'attente pour avoir droit à des paniers. Les paniers vont être moins remplis. C'est ce qui va arriver. Il y en a déjà là, qui refusent il y a des organismes d'aide alimentaire qui refusent des gens parce qu'ils n'ont pas assez pour leur donner. Puis même malgré l'achat qu'on a fait, le bilan fin de 2024 révélait qu'il y avait quand même 72% des organismes qui ont manqué de denrées pour répondre à la demande. Benoît, vous recevez des gens dans votre bureau qui ont des problèmes de dettes gigantesques, je présume. Je regarde le sondage qu'a fait l'Union des consommateurs et le chiffre qui me frappe, moi, c'est 6 familles monoparentales sur 10 qui ont de la difficulté à payer leur carte de crédit, dont 4 locataires sur 10. Qu'est-ce qui arrive dans votre bureau? Les gens arrivent extrêmement démunis. C'est difficile quand on arrive chez moi. C'est difficile de prendre le téléphone puis de dire je vais appeler puis je vais aller chercher de l'aide. Mais ces gens-là ne peuvent pas continuer. Les limites, les montants sur l'endettement, sur les cartes de crédit, les marges est énorme. C'est facilement entre 20 et 50 000 $ pour une personne seule ou un jeune couple qui a accumulé. Donc, si on prend juste le paiement minimum de ces sommes-là, la personne n'y arrive pas. Donc, on n'a pas le choix de trouver des solutions. Et comme aujourd'hui, un prêt de consolidation dans une banque n'est à peu près plus possible à moins d'avoir de l'argent dans son compte de banque. Donc, les outils sont soit la faillite ou la proposition de consommateur. On ne se demande pas pourquoi il y a autant de publicité à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait le plus mal aux gens? L'épicerie, le loyer, qu'est-ce qui fait le plus mal? L'ensemble des deux. Le loyer dit que le loyer, c'est un facteur vraiment majeur. Le loyer, c'est presque la moitié du revenu pour quelqu'un qui vit seul. On prend les télécommunications, Claudia en parlait, les télécommunications sont aujourd'hui nécessaires. On a besoin d'un téléphone, on n'a plus de téléphone de maison, c'est un téléphone cellulaire. L'Internet va être nécessaire et ça coûte ce que ça coûte. Donc la dépense juste en technologie est importante. Le prix d'un véhicule, quand quelqu'un a besoin d'un véhicule, Montréal, les gens vont souvent s'arranger pas de véhicule, mais en banlieue, à l'extérieur, le prix d'un véhicule aujourd'hui est pratiquement le prix d'une maison il y a 30 ans. Donc, tout ça fait qu'un coup, les paiements pour les dépenses fixes faits, bien, l'épicerie est condensée. Les gens, dans le fond, utilisent le crédit juste pour payer les dépenses courantes ou font l'achat sur la carte de crédit, ils se gardent l'argent pour faire le paiement minimum. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens, bon, il y a un truc qu'on appelle le crédit deuxième chance, là. Évidemment, le taux qui l'accompagne est à l'avenant. Vous en voyez beaucoup comme ça? Bien, en fait, pour avoir ça, il faut déjà pratiquement avoir fait une procédure ou avoir fait une remise de véhicule. Et effectivement, il y a quelques années, je vous aurais dit que c'était à peu près environ 25 % de ma clientèle qui a des procédures multiples. C'est-à-dire la personne vient me rencontrer, a déjà fait une proposition ou une faillite. Aujourd'hui, on est tout près de 50 % des gens qui nous rencontrent qui ont déjà fait une procédure. Donc oui, les gens sont en deuxième chance au crédit. Le crédit revient
à mon avis, souvent beaucoup trop vite. On ne donne pas la chance aux gens d'apprendre à vivre avec un budget, d'apprendre à vivre sans crédit. Mais on fait une proposition de consommateur. Dans les 3 prochains mois, vous allez avoir une carte de crédit. Il y a une chose dont on parle peut-être pas souvent. Bon, vous n'êtes pas psychologue, là. Il m'est arrivé d'avoir des dettes. Mais ça n'a rien à voir avec les dettes dont vous parlez. Mais il m'est arrivé d'en avoir. Puis j'avais quand même les reins solides avec certaines choses que j'avais. Mais j'avais des dettes. J'étais stressé. Les gens qui sont dans votre bureau, qui ont des vraies dettes, dans quel état psychologique ils sont? C'est souvent les larmes, c'est souvent la panique. Je vois beaucoup plus d'urgence maintenant. Les gens venaient souvent nous rencontrer pour aller chercher de l'information. Comment ça fonctionne? J'ai entendu parler de vos services. Comment tu peux m'aider? Aujourd'hui, les gens arrivent pratiquement dans nos bureaux avec les documents en disant « Je m'en viens faire une proposition. » Pas « Qu'est-ce que je peux faire? Comment tu peux m'aider? Je m'en viens faire une faillite. Je m'en viens faire une proposition. Voici mes documents. Quand est-ce qu'on peut signer ça? Je suis plus capable. J'ai arrêté de payer ou je vais arrêter de payer. Mais il faut procéder. Donc, c'est l'angoisse et il y a un sentiment de crise, un sentiment d'urgence face à l'endettement. Marie-Édith, vous êtes conseillère budgétaire. Les gens que vous recevez, le portrait des gens que vous recevez, ça a beaucoup changé? Ça a beaucoup changé. Les personnes qui fréquentent les ACF jusqu'à récemment, l'image type, c'était plus la personne seule, parce qu'on sait que vivre seul, comment ça peut coûter cher, famille monoparentale. Tranquillement, c'est ajouté à tout ça les problèmes de santé physique, santé mentale. Et je pense qu'on le vit tous ici, tous et toutes, la problématique de santé mentale, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour les organismes communautaires. Ça fait qu'on a énormément de personnes qui ont des problématiques de ce type-là, donc ils doivent venir accompagner, parce que comprendre un budget, comprendre sa situation financière, il faut être accompagné dès qu'on vit de l'anxiété financière. C'est ajouté à ça des travailleurs. Les travailleurs, pas que c'est nouveau, mais les travailleurs à petit salaire ont toujours fréquenté nos organismes ou assisté à des ateliers. Mais là, ils viennent, et c'est des salaires, même, c'est un peu ironique, ils ont des salaires plus élevés que les consultantes qui les reçoivent. Et là, c'est qu'ils acceptent de venir dans un organisme communautaire. Parce que le conseiller, dans leur institution financière, ne les reçoit plus. Il les envoie vers nous. Donc, le communautaire doit s'adapter aussi à ces nouvelles personnes-là, adapter aussi son discours. Et quand une personne fréquente nos organismes, on leur fait connaître les organismes de leur coin. On leur fait connaître les ressources, peut-être même alimentaires, justement. Tu as beau être travailleur, peut-être que tu en as besoin. Oups, là, on frappe un mur. Il y a une certaine dignité. C'est drôle pour les gens, à faible revenu, on va parler de dignité, mais là, pour les travailleurs, là, c'est comme, est-ce que je suis vraiment rendu là? Est-ce que qu'est-ce qui a fait que je suis rendu là? Bien, ton loyer est à 1800, 2000, ça se peut. Le loyer à 35% du revenu. Ça tient plus tellement la route, là. Il va falloir qu'on s'assoie tout le monde ensemble pour... Qu'est-ce que vous voyez? Bien, les gens à faible revenu, là, quand tout leur revenu passe dans le loyer. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour le variable? Qu'est-ce qui reste pour les dépenses alimentaires? Ou si la personne a des problèmes de santé physique, ce qui est souvent le cas pour les gens à faible revenu, parce qu'on développe toutes sortes de maux, bien, ce qui arrive avec ces gens-là, c'est qu'ils vont payer... Bien, c'est ça. Le stress, ça fait du mal. L'anxiété financière, c'est un stress inouï. Bien, ces gens-là vont vont acheter leurs médicaments peut-être avant d'acheter de la nourriture, parce qu'il n'y a personne qui leur donne des médicaments et ils peuvent aller dans les banques alimentaires pour l'alimentation. On ne se rend pas compte de la difficulté et du travail dans le cerveau que ça peut demander à quelqu'un qui n'a pas de revenus. Mais tout, pour les gens à faible revenu, ça passe dans le logement. Il y a une chose que vous m'avez dite qui m'a beaucoup touché. M'avait dit deux choses.
m'avait dit, la ministre de l'Habitation, parce que, bon, les loyers montent, je pense que tout le monde est au courant, la ministre de l'Habitation dit déménager. Oui. Puis ça, on l'a trouvé dur dans notre milieu parce qu'elle elle nous citait un petit peu hors contexte. Elle nous citait parce que, oui, ça va arriver aux consultantes budgétaires dans nos associations de dire, OK, si c'est possible, ne pas déménager, restez où vous êtes parce qu'en ce moment, la situation ne le permet pas. Mais si on se met à la place d'une personne qui vit de la violence conjugale, est-ce qu'on va lui dire « reste là », puis les loyers, de toute façon, les logements là, qui étaient promis pour les victimes femmes de violence, on repassera aussi. Fait que c'est toute une suite de choses qui fait, est-ce qu'on va vraiment dire à ces gens-là de rester dans leur logement, il est trop cher, et tu peux être victime de violence. Vous m'avez dit la chose qui m'a le plus touché. Ben, en fait, l'affaire de la ministre de l'Habitation, ça m'a choqué. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand vous m'avez dit les gens signent des baux qu'ils ne pourront pas payer, oui, qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer. Oui, puis comment ça se passe à micro fermé habituellement, là, ce qui est ici va rester ici, entre nous. Des gens rencontrés en consultation budgétaire disent « Oui, j'ai signé mon bail, mais je sais que je ne pourrai pas tenir 12 mois avec ce que je viens de signer. Comment je me sens? » Comment? Ils vont aller voir Benoît avec leur carte de crédit surchargée. C'est ça. Puis quelqu'un dirait, ben là, t'es pas responsable. Non, cette personne-là est hyper responsable. Elle veut un toit sur la tête pour ses enfants. Elle veut avoir une dignité. Elle va signer, elle va s'engager dans un contrat qu'elle ne pourra pas tenir. C'est pas de l'irresponsabilité. Alors, il y a une espèce de stigmatisation. Les crises amènent une stigmatisation de certaines personnes parce qu'elles se sentent responsables, d'autres leur disent « tu es responsable », ils ne sont pas responsables. C'est pour ça qu'il faut ensemble qu'on les amène à réfléchir autrement, à se voir autrement. Si on parle être digne, avoir une dignité, c'est parce qu'il y a une situation qui est indigne. Puis à ce moment-là, à ce moment-ci, là, si on prend une photo de la situation, moi, je m'indigne totalement de ce qui se passe. Il va falloir ensemble, puis c'est bien aujourd'hui qu'on soit différents milieux, mais qu'on s'organise. Vous m'avez dit que vous étiez toujours dans l'urgence. On va se demander comment vous faites face à ces situations-là et quelles sont les réponses des gouvernements. Georges, quand on passe, moi j'ai 73 ans, Old Brewery, je connais ça. Je connais ça parce que je passais souvent devant pour aller au centre-ville. Le paradigme est complètement changé. Le paradigme du refuge dortoir, ça ne marche plus. D'ailleurs, vous êtes votre spécialité, c'est la prévention de l'itinérance. Alors vous essayez de travailler en amont, je pense bien. Je pense qu'il y a un besoin criant de travailler l'intersectorialité. On est un peu ici en train de vous présenter une brochette de l'intersectorialité. Il faut sortir des murs. Donc, mon service existe depuis 3 ans. La mission existe depuis 135 ans. Ça veut tout dire. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, la prévention veut dire quelque chose. Au début des années 50, c'est une image que j'aime présenter, on a eu un nombre important de personnes qui ne survivaient pas à l'autoroute. Donc, ils ont investi dans des politiques, dans une loi autour de la ceinture de sécurité. On n'a pas investi dans les urgences. Et on dirait qu'au Québec, on a beaucoup investi dans les urgences et pas du tout dans la prévention. Donc aujourd'hui, la réponse, elle se situe dans le logement, mais pas n'importe quel logement, pas n'importe quel logement à n'importe quel prix. Des logements qui répondent aux attentes de la population, parce qu'ils ont une voix, une population qui a besoin d'accompagnement. Donc c'est des chiffres faramineux quand on regarde ce qu'il doit se faire au courant des 15 prochaines années, des 20 prochaines années, parce que c'est quelque chose que le professeur Noël pourrait vous dire avec beaucoup plus de détails. Au début des années 80, on a fermé tout investissement au niveau du logement social. Donc même si on mettait les bouchées doubles, les bouchées triples, on ne serait pas capable de récupérer ce qu'on a perdu en termes d'infrastructure. Donc aujourd'hui, une des réponses, c'est la réponse de l'intersectorialité. Je travaille, moi, mon équipe, avec les comités logements. Je travaille avec les ACEF,
pour être capable de construire un continuum de services entre organisations pour être capable d'arriver à un objectif et pas de façon sectaire. Alors, c'est important de préciser, vous vous organisez plus pour avoir plus de lits dans votre dortoir, dans votre refuge, là, vous. Je le répète, mais je pense que c'est important de le répéter. Vous essayez de trouver des logements, vous faites un peu la job du gouvernement d'une certaine manière, là. Personne ne veut vivre dans un dortoir. Personne ne veut se faire servir un repas quand il n'a pas de choix. Personne ne veut avoir à vivre ces difficultés. Encore une fois, comme je le disais en introduction, il y a énormément de traumatismes qui se créent. Une personne qui se retrouve dans un contexte de refuge, même si c'est le plus beau refuge du monde, même si c'est les gens les plus sympathiques, vit une cicatrice qui ne pourra pas être capable de fermer. Il va vivre avec. Donc, comment faire pour éviter et identifier le plus tôt possible ce qu'on appelle des points de bascule. C'est ça l'avenir de l'itinérance. Donc on n'attend pas qu'ils deviennent itinérants, on attend d'être capable de travailler de façon solidaire avec le reste des organisations, on espère avec le gouvernement, pour être capable d'identifier les points de bascule et de travailler pour les amener vers une trajectoire qui est celle du logement. Ouais, vous parlez du gouvernement, vous m'avez dit, oui, il y a des plans d'intervention, c'est correct, il y en a, mais il n'y a pas assez de concertation avec vous qui êtes l'expert terrain. J'ai envie de vous dire de façon encore plus directe, c'est qu'on dirait que les différents ministères ne travaillent pas ensemble. Donc on nous projette cette idée d'interministère entre la santé, le logement, mais finalement, on voit très peu de connexions et pourtant, on n'a besoin que de ça. On a entendu parler de la santé mentale, mais on doit parler de logement, on doit parler de sécurité sociale. Donc, tous ces éléments, s'ils ne parlent pas d'une seule voix, on passe notre temps à courir après des subventions. Claudia, de votre poste d'observation, vous avez commencé à répondre à ça. Là, d'entrée de jeu, vous avez dit, parce que vous avez toute la pression, vous avez dit, là, les mesures structurantes, qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue? Tu sais, c'est sûr que moi, BAQ, on n'est pas sur le terrain, là, on entend tout ce que nos membres nous disent, on ressent la détresse à travers la leur. Tu sais, le logement, tant que les logements, c'est un peu comme Georges le dit, tant qu'il n'y aura pas de logement abordable, les gens ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Tout ce qui est le salaire minimum, tout le monde on le dit, il faut que ça augmente parce que le seul budget compressible, c'est vraiment la nourriture. Tant que des mesures ne seront pas mises en place, on ne verra pas d'amélioration dans aucun des services des 4 personnes assises ici. Ouais. Ça prend du logement abordable, ça prend du logement social. Absolument, et rapidement. Sinon, vous n'y arriverez pas, là, parce que après vous, là, c'est le chaos carrément, il n'y a plus rien. On est le dernier petit matelas en dessous du filet qui se brise, là, mais nos membres sont vraiment résilients, puis on l'a vu avec la pandémie, ils vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir offrir des denrées aux gens, ils vont réduire les paniers, mais ils vont vraiment faire leur possible pour ne laisser personne derrière. Benoît, on se parlait de gens qui ont 2, 3, 4 cartes de crédit, 20, 50 000 $ de dette sur les cartes de crédit. Et je pense que tout le monde dans la salle connaît les taux des cartes de crédit, 18, 19, 20, 22, ça peut aller jusqu'à 29 % dans certains cas. Et on ne compte pas les micro-prêts. Oui, vous avez dit les banques font plus de prêts de consolidation. Mais si moi j'ai, mettons, là, une carte de la Banque nationale, à 20 % de taux d'intérêt, puis j'ai 10 000 dessus. Est-ce que je peux aller voir mon banquier et dire, écoute, si tu me transformais ça en prêt personnel de 10 000, ça me coûterait moins cher, puis j'aurais l'occasion de te payer la totalité au lieu d'aller voir Benoît, puis de te payer, je ne sais pas, moi, 20 cents dans la pièce. Est-ce qu'ils acceptent, les banques, de faire ça? À moins que vous ayez un endosseur ou que vous ayez les fonds suffisants pour garantir la dette. Parce que la dette n'est pas avec la Banque nationale et la banque a quand même des cotes à rencontrer, c'est avec Mastercard. Desjardins, aujourd'hui, la majorité des prêts de consolidation qu'ils font, appelons ça un prêt de consolidation, c'est un prêt sur la Visa qui est un accordé. Ça va être un montant regroupé sur la carte de crédit et tout se retrouve sur le relevé de Visa Desjardins. Donc, des prêts personnels, j'en vois plus dans mes dossiers pratiquement. Mais moi, je peux vous dire une chose, parce que j'ai traité le dossier quand j'étais à la facture, et le secteur le plus payant pour les banques, nous disaient les banques elles-mêmes, c'est les soldes impayés,
les soldes mensuels impayés. C'est ça que c'est plus payant que les hypothèques, c'est plus payant que tout ce que vous voulez. Fait qu'ils regardent les gens sombrer, ça ne les dérange pas finalement qu'un certain nombre de personnes fassent des propositions de consommateurs lorsque ça continue d'être payant. Ça fait partie du risque, hein? Et nos conseillères à la banque, tu sais, expérience personnelle, tu vas à la banque pour ouvrir un compte de banque et la première chose qu'ils te font, c'est la protection des couverts, la marge de crédit et la carte de crédit. Tu vas sortir de là un matin pour avoir ouvert un compte de banque avec 20 000 de crédit. Est-ce qu'une solide éducation financière, ça pourrait changer quelque chose, Benoît? Moi, ça fait 30 ans que je consacre ma carrière aux consommateurs. Et on disait tantôt que le Québec était plus riche que jamais. Et pourtant, moi, je le vois plus endetté que jamais. Oui, l'éducation n'est pas là, mais je pense qu'il y a un problème encore plus profond. C'est dur à comprendre qu'on soit plus riche que jamais et qu'on soit de plus en plus endetté. Le pourcentage des Canadiens qui sont à 200 $ de plus y arriver, c'est plus important que jamais. Donc, mais quand même, est-ce que ce serait un genre de game changer que les ça gens... pourrait être un game changer pour les générations futures, mais ce qu'on a déjà sur le pavé est trop important. Tu sais, on parle de salaire minimum, on réalise pas, tu sais, on parle souvent, les gens pensent que tout le monde fait un gros salaire, mais tu sais, si on prend toutes nos rues commerciales, nos centres d'achat, nommez-les les épiceries, c'est tout du salaire minimum ou à peu près. Donc, ces gens-là n'ont pas de façon autre. Ils n'ont pas d'épargne. Pas d'épargne. Marie-Édith, je regardais le sondage d'Union des consommateurs, là, pas grand monde là, qui vont chercher de l'information budgétaire. Je pense que c'est 12 le chiffre que j'ai vu. C'est peu de gens, là. Écoutez, je veux juste vous dire que je vais accompagner ma fille chez le banquier parce qu'elle dit « Papa, je connais rien ». Bon, alors, les gens ne vont pas beaucoup vous voir pour recevoir les infos minimales là, dont ils auraient besoin pour s'en sortir. Nos plus grands référents dans nos associations de consommateurs, c'est les organismes communautaires qui vont nous référer. Mais souvent, ils vont nous référer, c'est des cas crève-cœur. Les banques alimentaires vont souvent discuter en remettant les paniers, dire tu as un problème avec ton budget, va donc voir la CEF. C'est comme les référents, ce sont les organismes communautaires. Et on donne nos ateliers, entre autres, beaucoup auprès des autres organismes communautaires. Mais comment ça se fait que c'est si peu connu? Je pense qu'on a droit à une reconnaissance pour aider notre société. Puis la société y gagnerait parce que justement, les gens qu'on rencontre, ils ont très peu d'épargne ou pas du tout d'épargne parce que la carte de crédit, maintenant, là, c'est plus du luxe que sur une carte de crédit. Qu'est-ce qu'il y a sur une carte de crédit? Le courant. Ça va être de l'alimentation, la pharmacie qui va être sur la carte de crédit. Ça n'a plus d'allure. Ça n'a aucun sens où on est rendu. Et on doit être plus connu, que ce soit nos organismes à nous, nos associations de consommateurs, mais pour être plus reconnu, il va falloir qu'on parle subvention, budget et qu'on parle au gouvernement. Pas juste à Centraide, là, mais qu'on parle au gouvernement. J'ai une grande question à poser, puis je pense qu'il y a une question dans la salle tout à l'heure, peut-être adressée à Claude Pinard, qui portait là-dessus. Et je vais vous lire la question telle que je l'ai imaginée, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ben oui, c'est ça. Dans quel état sont les urgentologues de la société, que sont les groupes communautaires et leurs intervenants? Parce que je pense que ça a beaucoup d'importance. Dans quel Marie-Édith, dans quel état sont nos groupes communautaires? Tu sais, je parlais d'une petite armée de 500 000, là, sous-payés, etc., souvent des femmes. Dans quel état sont nos groupes communautaires? Oui, puis des cheveux blancs. On a un savoir qu'on doit transmettre. L'urgence en ce moment, et ce qui est grave, c'est qu'on a un savoir, nous, dans nos associations de consommateurs, qu'il va falloir transmettre à d'autres travailleurs qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce que la rétention de travailleurs est excessivement demandante. Est-ce qu'il faut hausser les salaires, les conditions de travail, ne pas travailler le soir, ne pas travailler la fin de semaine? Mais pour offrir ça, il faut que nos budgets suivent. Et ça ne suit pas. On est rendu là, le constat, ça ne suit pas. Donc, nos équipes se dégradent et notre savoir, il va rester dans notre cerveau, puis on va s'en aller. En ce moment,
l'exemple que j'ai, chez nous, sur 6 travailleuses, il y en a 4 à tête blanche. Et on ne part pas, mais il va falloir partir. Et on devient très individualiste. Plus la crise augmente, plus on va regarder. Moi, ce que je veux, c'est sauver ma peau, la peau de mes enfants. Hein, ça serait un peu ça. Mais là, je me dis, je ne peux pas partir là. Il y a trop de gens qui ont besoin de nos services. C'est la même chose chez vous. Puis, il y a quelque chose que vous m'avez dit quand on s'en est parlé préalablement qui m'a fait peur. Vous m'avez dit que votre plus grande crainte, c'était un effondrement du milieu communautaire. Est-ce que j'ai bien entendu ce que vous m'aviez dit, là, que c'est quelque chose que vous craignez, ça? Oui, parce qu'il se détériore. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le milieu communautaire, c'est toujours les mêmes personnes que je rencontre. Ils ne se renouvellent pas, ils n'ont pas les moyens de se renouveler, le communautaire. Donc, bravo aux jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes consultants budgétaires. Restez, s'il vous plaît. Ça fait qu'on a vraiment des écarts dans nos associations. On a des jeunes et on a des gens de mon âge. On a la classe entre les deux n'est plus là. C'est dramatique et c'est dans la même chose dans l'alimentaire et particulièrement au niveau de l'aide à l'itinérance. C'est des jeunes qui ont des belles visions, tout ça, mais il ne faut pas les essouffler, il ne faut pas les brûler. Oui, Georges. On a un taux de diplomation quand même assez exceptionnel au niveau des gens qui viennent travailler dans le secteur de l'itinérance. L'enjeu, c'est qu'après 2 ou 3 ans, ils veulent passer dans le CIUS. Donc l'augmentation au niveau du salaire, elle est extraordinaire. Ils apprécient énormément. Ils vont se retourner, ils vont faire un sourire de reconnaissance. Ils ont fait, si vous voulez, leurs 2 ans, 3 ans à l'intérieur de la jungle de l'itinérance. Et là, ils rentrent dans un CIUS. Je ne veux pas dire que les CIUS, c'est plus facile, mais ce n'est pas le même milieu. Donc on vit le mythe de Sisyphe. On est continuellement en train de renouveler la mise, on est continuellement en train de travailler des formations et on essaye de trouver ces perles rares qui veulent s'investir après 2 ou 3 ans. C'est ça. Et c'est qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles dans les organismes d'aide alimentaire qui sont de plus en plus vieillissants. Ça aussi, c'est important à considérer. Puis c'est aussi, il y a un de nos membres qui nous racontait les camionneurs qui vont livrer les denrées dans les organismes se font solliciter quand ils sont à leur pause dans des Tim Hortons pour se faire offrir 1 ou 2 $ de plus ailleurs. Puis là, c'est là que ça quitte pour avoir un peu plus parce qu'eux aussi ne vivent pas dans la richesse d'être camionneurs pour un organisme d'aide alimentaire. Donc, c'est ça, les subventions pour les organismes, parce que oui, on amène des denrées aux membres, mais les fonds pour les organismes sur le terrain n'augmentent pas non plus. Tout ce qui est PSOC, financement à la mission, c'est vraiment, vraiment difficile pour eux d'avoir que ça suive un peu l'inflation. Moi, comme journaliste, je travaille par exemple en ce moment avec Médecins du Monde sur un balado. Je dis souvent, c'est plate parce que la moitié du temps des organismes communautaires, la moitié de leur temps et de leur énergie, c'est de courir après les subventions pour arriver à accomplir leur mission. Je me trompe pas, Marie-Édith? Non. Puis, en tout cas, M. Pinard connaît bien nos organismes, puis on a besoin de ces gens-là, justement. S'entraide fait en sorte que je passe moins de temps à aller chercher à gauche, à droite, mais ce n'est pas suffisant. Et moi, je ne veux pas faire de courbettes ou m'aplatir face à une ministre ou un ministre pour me censurer dans mes propos, pour dire ce qui ne va pas. Fait que, oui, j'ai besoin de fonds, on a besoin de fonds dans nos organismes, mais on ne va pas aller dans leur sens et faire de la politicaillerie. J'aimerais ça qu'on soit au-dessus de la politique. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu, développer ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? On est revenu dans une ère où c'est très délicat de dire vraiment ce que l'on pense. Ça ne va pas politiquement. Ça ne va pas. On aurait besoin. Il ne faut pas dire que ça va mal parce que ça nuit au ministre, parce que c'est ça. Ça l'empêche de faire un spin positif. Je sens plus cette façon de faire-là ces dernières années et ça ne me plaît pas. Par contre, quand je parle aux députés, ça, c'est plus la même chose.
Les députés sont présents dans leur circonscription. Les équipes des députés travaillent très fort avec les organismes communautaires. Mais quand je parle au ministre, c'est la ligne de parti. Je trouve que la ligne de parti au Québec prend beaucoup trop de place. Et ça n'est pas normal que nous, comme groupe, on doit tenir compte d'une ligne de parti pour ne pas dire ce que l'on pense. Et ça, je tiens. Et il y a quand même quelque chose d'extrêmement paradoxal, Marie-Édith, parce que vous m'avez dit, nous, là, à la CEF, là, 21% de nos appels, je vais lire le chiffre, oui, 21% de nos appels viennent du milieu de la santé. Alors, le gouvernement se sert de vous pour régler les problèmes qu'il, lui, devrait régler. Oui, et puis pour vous laisser tranquille pour faire votre mission à vous, là. Oui, pour citer la CEF de Laval qui vit cette même problématique-là que nous, c'est ça, le milieu de la santé réfère ces dernières années, je dirais depuis la pandémie, habituellement, c'était les organismes communautaires qui référaient le plus dans nos organismes. Maintenant, c'est le milieu de la santé. Pourtant, on n'est pas financé. Nous, on n'est pas financé par le PSOC, on est financé par le parent pauvre du gouvernement qui est le SAQET. SAQET, Secrétariat à l'Action communautaire autonome des initiatives sociales. Donc, ça n'a pas de sens comment ça se fait que le milieu de la santé nous réfère autant de personnes, mais ce n'est pas lié à des subventions. C'est pas d'aller chercher toutes les subventions qui existent, mais de se faire respecter un peu, là. C'est de... OK. J'aimerais qu'on fasse... Oui, Georges, voulez-vous... Non, c'est juste rajouter sur la question politique. Je dois faire attention à ce que je dis. Mais je pense qu'il y a un élément qu'on ne voit pas assez souvent, c'est la question structurelle. Ça veut dire la loi, le législateur. Donc, pour apporter du changement, il faut que la loi change. Donc, des fois, il faut décortiquer une loi qui est biaisée. Il faut décortiquer une loi qui ne répond plus aux attentes de la population québécoise et d'être capable de réinventer cette loi pour venir en aide au niveau d'individus qui sont à risque. Et souvent, ce que nous, on fait au milieu communautaire, c'est qu'on va dénoncer certaines situations, on va gérer des crises, mais il y a un travail qui doit se faire au niveau d'un lobbyisme, qui doit se faire au niveau de certaines lois, qui sont des promoteurs de la pauvreté. Quand on parle de femmes divorcées, quand on parle des jeunes, quand on parle des personnes incarcérées, il y a des modifications qui peuvent être apportées à des lois qui viennent soulager certaines populations à risque et augmenter le potentiel de sortir de leur situation. Et aujourd'hui, on voit très peu de ces efforts. On était assis avec une ACF, on parlait des comités logement. Un comité logement aujourd'hui déborde avec l'augmentation prévue de 5,9%. Mais derrière tout ça, il y a une loi. Derrière tout ça, il y a le TAL. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser le cadre de notre quotidien pour aller chercher le législateur et lui dire qu'il y a un changement qui doit s'opérer? Et on est épuisé en ce moment. Nous travaillons que dans du curatif. On répond aux demandes. À ce moment-là, on ne peut pas travailler sur le préventif. Et c'est là qu'on doit agir. C'est dans le préventif. Mais ce qui est inquiétant, c'est que vous parlez d'un genre d'épuisement. Là. Tout le monde ici parle d'un genre d'épuisement. Puis là, si vous êtes épuisé puis vous tombez, on est fait bien raide, là. Grand silence. Grand silence. Juste un dernier tour de table. On ne se le souhaite pas. Un dernier tour de table sur la possibilité que les gouvernements comprennent et se mettent en mode solution. Quand j'en parlais avec Maxime, il disait qu'est-ce que ça prendrait pour que la switch du gouvernement se mette à on. Alors, je voudrais un dernier tour de table avec vous. Croyez-vous en la possibilité que les gouvernements finissent par comprendre et se mettent en mode solution en amont, en solution structurante? Voyez-vous que ça va arriver ou, Georges? Je pense que de façon obligatoire comme société, une société résiliente comme celle du Québec, la question du logement va devenir une réalité quotidienne. J'ai envie de dire qu'on voit et on traite souvent l'Office municipal d'habitation de Montréal avec un regard dénigrant, mais c'est un produit de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer l'Office municipal, qui a beaucoup de défauts, mais qui a certains de ses avantages? Comment appuyer l'Office qui
joue un rôle, qui va jouer un rôle de plus en plus important. Elle fait des efforts et comment est-ce qu'on peut appuyer l'Office, d'autres instances, pour être capable de promouvoir le logement. Je pense qu'une des solutions se trouve dans la relation qui existe avec des instances avec qui nous n'avons qu'une relation conflictuelle. Comment créer des passerelles? Claudia? C'est sûr, dans le milieu, par rapport à tout ce qui est alimentaire, nous, on l'a demandé dans notre prochain mémoire, dans le mémoire qu'on a déposé en début d'année. Nous, on aimerait savoir des fonds pour pouvoir arrêter de leur demander de l'argent pour acheter des denrées. On aimerait ça être un peu plus autonome. Il y a plein avoir un hub pour avoir des légumes, pour les entreposer, pouvoir cultiver les terres. Les membres ont plein d'idées pour être plus autonomes puis pouvoir fournir des denrées. Pour tout ce qui touche le volet plus social, nous, on se dit pas expert dans ça. Par rapport à nos demandes, on sent quand même une écoute, puis on continue à aller frapper aux portes pour avoir ce que nous, on a besoin, mais sur du long terme, pour tout ce qui est salaire minimum, je pense qu'il y a encore quand même du travail à faire. Benoît, vous n'êtes pas un groupe communautaire, mais vous avez quand même ça dans votre bureau. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut? Y a-t-il quelque chose qui peut aider? Bien, on en parlait tantôt. C'est sûr que l'éducation sera toujours le point de départ. Si on veut aller en amont, c'est de l'éducation que ça prend et il faut marteler le budget et la gestion du crédit. De l'autre côté, les lois doivent être probablement encore modifiées, resserrées. L'accès au crédit doit être resserré. Ça a été fait il y a quelques années, mais il y en a toujours qui passent à travers les mailles. Je disais tantôt à la blague, les micro-prêts, mais les micro-prêts est un problème extrêmement important dans notre société pour les gens qui n'ont plus accès aux cartes de crédit, aux marges. C'est le micro-prêt, et là, c'est le début de la fin. Donc, je pense qu'il faut être encore plus rigide à ce niveau-là. Marie-Édith, vous avez le mot de la fin. On travaille sur du curatif. Le curatif, c'est du court terme. On a des politiciens qui ont des mandats, ils sont élus pour 4 ans, pour 5 ans. La prévention, c'est sur 20 ans. Si on travaillait sur un projet, comme disait M. Pinard ce matin, la société civile, tout le monde s'y met, puis on travaille sur un plan d'attaque. On va travailler sur les urgences, un peu comme sur un budget. On fait du court, du moyen, long terme, mais sur 20 ans, et non pas sur 4 ans, le temps d'un mandat d'un politicien ou d'un parti. Allons au-delà des lignes de parti. Il faut impliquer le politique, mais au-delà de leurs égos de politiciens, de gagner ou de perdre, parce qu'en ce moment, ils vont perdre la population. On va perdre énormément de joie, et on risque aussi de perdre notre milieu riche du communautaire. Il nous reste du temps pour des questions. On a un bon 10 minutes. Si je ne m'abuse, Maxime, on a un bon 10 minutes maintenant avant d'aller dîner. Alors, les micros, je vous demanderai de parler dans les micros parce qu'encore une fois, c'est enregistré et on vous enverra les liens pour les actes du colloque. Oui, Émilie Lorrain-Dansereau, ACF du Nord de Montréal. Bien, moi, j'aimerais juste revenir, c'est pas vraiment une question, mais un commentaire là, sur l'idée d'éducation financière. Pour nous, les gens, de manière générale, il ne manque pas d'éducation financière, il manque d'argent. Un budget, c'est pas juste des dépenses, c'est des revenus aussi. Puis quand on n'en a pas de revenus, il n'y a pas grand-chose à faire dans le budget. Puis les personnes les plus pauvres, c'est les personnes qui font le mieux leur budget. Fait qu'à l'ACF du Nord, nous, on est vraiment très critiques là, du concept de littératie financière parce qu'on trouve que c'est une façon de responsabiliser les individus pour un problème qui est systémique. Vous l'avez dit, la moitié des revenus des banques, c'est des intérêts des cartes de crédit. Là. Fait que l'autre chose que je voulais dire, c'est que aussi, bien, les solutions, on les connaît. C'est super là, qu'on se rencontre ici aujourd'hui, mais on le sait, ça fait des années que les groupes répètent c'est quoi les solutions aux problèmes. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Fait que je pense qu'il faut aussi que comme milieu, on se remobilise davantage, puis se rappeler que les organismes d'action communautaire autonomes, mais notre mission, c'est la transformation sociale. C'est pas de donner des services. Puis je comprends là, qu'on en donne, mais je pense qu'il faut qu'on se mobilise davantage pour porter nos luttes dans l'espace public. Peut-être un commentaire pour répondre à ton commentaire.
C'est que souvent, ce que moi je réalise, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais ce qui manque, c'est qu'on dirait qu'on vit par... On est très comportementalisé dans la façon dans laquelle on travaille un dossier. Donc on va aller à l'ASEF pour avoir une réponse, après on va aller dans une agence XY, on va aller dans un comité logement, et on n'est pas capable d'offrir cette espèce d'accompagnement psychosocial, ou même un simple accompagnement pour être capable de guider l'individu, être un GPS au niveau des différentes étapes qu'on a à suivre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments de vide entre les différentes interventions communautaires. Et on parle de solidarité, mais elle n'est pas au rendez-vous. Et souvent, ce qu'on a besoin, c'est ce sentiment que la personne est portée pour être capable d'arriver à quelque chose. Une autre question? Oui, d'abord, merci pour cette heure passionnante, franchement. La question est pour Benoît Ouimet. Vous avez dit que 50% des gens qui viennent vous consulter ont déjà fait une proposition ou une faillite. Pouvez-vous expand sur ça, s'il vous plaît? Bien, il y a eu des périodes où la faillite est extrêmement populaire. Il y a plusieurs années, lorsqu'on terminait les études, il n'y avait pas de réglementation et c'était une faillite instantanée pour les prêts étudiants. Donc, ça a fait une population importante où on a déjà fait des faillites. Et avec les années, ça fait quand même plusieurs années que je suis là, donc on voit une quantité importante de gens qui viennent voir et qui disent « J'ai fait ça dans la jeune vingtaine, et je n'aurais jamais dû faire ça. » Mais malheureusement, ça a été fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une quantité importante de nos clients sont déjà rendus à plusieurs... puis vous seriez surpris de savoir que c'est 2, 3, 4 et 5 procédures qui sont faites parfois, là. C'est énorme. Bonjour, Jean-François Blain, analyste dans le secteur de l'énergie. En fait, c'est un commentaire puis une relance peut-être pour vos panélistes sur les deux dernières questions. Il y a eu le commentaire de Georges à l'effet que ça prendrait des lois, des projets de loi pour régler les problèmes, pour qu'on sorte peut-être un jour d'une perpétuelle condamnation à la réparation sociale. Puis la question suivante, c'était pourquoi notre législateur, nos gouvernements ne comprennent pas? Bien, à partir du moment, d'abord, réponse à la première question, le législateur de notre régime parlementaire, il est sous la domination du pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif dans un régime parlementaire partisan, tant qu'on a des gouvernements majoritaires, bien, l'intérêt partisan contamine l'administration des enjeux publics et la prise en compte des véritables motifs et des véritables solutions. Alors donc, c'est simplement un souhait que j'émets. J'en suis rendu, moi, personnellement, à souhaiter un gouvernement minoritaire, tant au fédéral qu'au provincial, à toute élection, quelle qu'elle soit. Ben, je me dis, au minimum, ils vont être obligés de se parler véritablement. Ils vont être obligés de considérer des solutions aux problèmes collectifs, véritablement, et non pas par intérêt partisan, mais en vue d'assumer leur responsabilité de représentants élus. Et voilà, je pense qu'il y a une nuance importante à faire là. Et si le Québec veut avoir une possibilité d'évoluer vers des résolutions véritables des problèmes colossaux dont on parle aujourd'hui, je pense que la représentation proportionnelle va devoir être forcée. Autre question? Juste pour rebondir sur votre commentaire, ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération de juristes, je pense, au Québec, qui s'intéressent à la question législative et qui travaillent présentement à essayer de redéfinir les politiques sociales, au-delà de la question politique. Donc j'entends votre commentaire, mais quand vous regardez un pays comme le pays de Galles, vous regardez l'Autriche, vous regardez en France, certaines tentatives et certaines réussites au niveau de la législation qui ont transformé la façon dans laquelle on travaille la question sociale. Donc j'y crois. Maintenant, je partage la déliquescence au niveau des partis politiques et ce qu'ils représentent aujourd'hui au Québec. Mais je pense que si on peut miser sur des acteurs juridiques qui ont une volonté, on va dire, sociale, peut-être qu'on pourra aboutir à quelque chose.
Mais si ma mémoire est bonne, on a eu tant au fédéral qu'au provincial des promesses de changer le mode électoral et soudainement, la lumière fut dans l'esprit de nos politiciens qui ont dit « ben on va remettre ça ». Alors, c'est pour ça que je reviens, moi, à ce que Claude Pinard disait, il faut que la société civile, on va terminer là-dessus, il faut que la société civile se dresse comme elle s'est déjà dressée. Moi, j'étais un petit gars des années 60-70, là. Je ne sais pas si je vous le disais tantôt, mais en 71, le Québec est en ébullition. N'oubliez pas qu'il y a eu la crise d'octobre. Les manifs sont interdites. On est dans la rue pareil, tout le monde. Et là, il y a le Front commun intersyndical qui réclame 100 $ par semaine de salaire minimum. Il y a Marcel Pépin, Louis Laberge, Yvon Charbonneau, les 3 chefs syndicaux devant la gang. Ils se font tous arrêter, puis ils finissent à Orsainville. Ça bougeait à ce moment-là. Là, on en reparlera, mais c'est un petit peu endormi. Mais je voudrais juste finir avec vous, Marie-Édith, en vous demandant, est-ce qu'on peut demander aux groupes communautaires et populaires, si d'autres veulent intervenir, là, il nous reste 2-3 minutes, est-ce qu'on peut demander aux groupes communautaires d'être le fer de lance de tout ça? Êtes-vous capable là, de vous dresser puis de vous adresser au gouvernement puis de dire qu'il faut que ça change? Avez-vous les moyens et l'énergie? L'énergie, beaucoup moins. Mais le petit moteur qui dit qu'il faut le faire, oui, on va être là. Mais il faut s'organiser, il faut discuter entre nous, tout en faisant notre travail de base. Et c'est toujours ça le problème. C'est que, est-ce qu'on va laisser les gens dans la rue pour dire, OK, il faut mettre de l'énergie à revendiquer l'union est là. Il y a d'autres groupements qui sont là, justement pour porter ce message-là. Mais notre épuisement est palpable. Ma sous-question, c'était ça. C'est ce qu'on ne vous en demande pas trop à vous. Est-ce que, oui, vous pourriez participer à ça? Georges et Claudia, vous pouvez répondre aussi, mais est-ce qu'on ne vous en demande pas beaucoup? Il y a quelque chose qui est intéressant en ce moment, c'est que les travailleurs fréquentent nos services de plus en plus. Les travailleurs ont une voix plus forte qu'une personne qui est à la rue. Elle vote, elle paye des taxes, elle paye des impôts. Donc, profitons que les travailleurs commencent à fréquenter nos organismes pour amener un message. Et il va être probablement plus entendu. C'est dommage, hein? Il faut que ça soit que les travailleurs soient affectés pour aider des gens qui sont dans la rue. Ça n'a pas de sens. Mais profitons de ces occasions-là. Moi, j'ai envie un message, c'est que, au même titre qu'on a des droits fondamentaux au Québec, qu'on a une charte, on doit reconnaître à l'intérieur de notre société que le droit au logement, c'est un droit fondamental. Et aujourd'hui, il n'y a personne, avec cette neige, avec ce froid, qui devrait vivre un instant à l'intérieur du contexte d'un logement. Pour arriver à ça, je ne crois pas personnellement dans un mouvement social, je crois dans un leadership, mais qui est défaillant aujourd'hui. Ouais. Il y a des individus qui ont la capacité de porter des messages. Où sont-ils? Ils sont en train de préserver leur poste à l'intérieur d'un mandat politique, mais on ne voit pas encore d'individus qui sont des porte-lances au niveau de certaines idées. Et je partage parfaitement votre idée. Pour avoir vécu longtemps dans un contexte avec des personnes itinérantes, ils n'ont pas de voix. Et donc c'est uniquement quand on va avoir une partie de la population dite moyenne qui va s'intéresser, qui va vivre certains des contre-coups de l'économie défaillante, qu'on va être capable d'avoir des réponses. C'est triste. À chaque fois qu'on a l'occasion, on essaie de porter le message des organismes aussi, mais c'est difficile. On a une bonne écoute, mais c'est difficile d'amener le message parce qu'il y a d'autres, comme vous le disiez, il y a d'autres organismes aussi que c'est ça leur travail de faire ça. Puis, selon un peu la hiérarchie, nous, nos membres, c'est les moissons, pas les 1300 organismes desservis par nos membres, mais sans ces organismes-là, nos membres ne servent à rien non plus. Donc, il y a quand même beaucoup de messages qui essayent de se rendre aux différents paliers gouvernementaux, mais on essaie encore de trouver la bonne porte. Georges, Claudia, Benoît, Marie-Édith, merci beaucoup.